dans cet épisode des Lives d'Olivier. Et c'est vrai que j'ai voulu faire ce livre parce que j'avais le sentiment que sur cette question du passé, personne ne disait ce qu'il fallait dire. Alors que sur la question des libertés d'expression, j'avais le sentiment que voilà, quand même, le public avait quand même des intellectuels qui parlaient, auxquels ils pouvaient se référer. En revanche, sur la question du passé, j'en ai encore une preuve hier en faisant un entretien avec France Culture, je pourrais y revenir, il y a vraiment un manque, vraiment un vide incroyable. Chaque mois, retrouvez des individus d'exception, athlètes, artistes, gastronomes, professeurs ou chercheurs, entrepreneurs de tout type, qui montrent comment construire son existence de manière philosophique, comment mettre d'accord sa vie avec ses principes. Bon, Pierre, bonjour, merci Bonjour. d'avoir accepté encore mon invitation. Merci. D'ailleurs, on devrait faire un truc toutes les saisons, tu vois, printemps, hiver, printemps, collection d'été. Mais donc là vraiment l'enjeu, donc là on va un petit peu creuser dans ton dernier livre qui est petit bijou, que faire du passé. Donc bien évidemment j'invite tous les gens qui nous regardent à l'acheter immédiatement tout de suite, en tout cas à le lire, à se le procurer d'une manière ou d'une autre, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Alors mon objectif est essayer de démontrer à nos auditeurs pourquoi c'est important de réfléchir à la question du passé. Mais tout d'abord, je voudrais te demander comment vas-tu aujourd'hui? Ben, je vais très bien. Je suis très Ça content va? de converser avec toi. Merci beaucoup. Merci de te prêter encore à l'exercice. Parce que j'ai été très sensible et j'espère qu'un jour ça m'arrivera. Mais tu sais, au tout début du livre, tu dis, enfin, tu dédies le livre à Sophie de Closet, qui travaille chez Fayard. Et je voulais savoir, alors, sans rentrer dans des détails trop personnels, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Sophie? Est-ce que, voilà, comment c'est quelqu'un qui a compté pour toi? Ah oui, bien Puisque sûr. tu en viens à lui, enfin, lui livrer une dédicace qui est quand même importante. Bien sûr, c'est une femme que j'admire beaucoup par son caractère, son efficacité et en même temps son humanité. C'est pas juste quelqu'un de, comme on dit en anglais, tough. Elle est aussi, justement, elle était parfaitement capable de comprendre ma situation dans ces années-là. Et donc, je corrigeais les épreuves, tout se passait très bien, et là, je lis dans le journal qu'elle quitte ses fonctions Mhm. dans un contexte que je trouve horrifiant, puisque le monde documente ça de façon incontestable, incontestée d'ailleurs. Il s'agit tout simplement d'une décision qu'elle prend dans un contexte de pression, puisque donc l'article du Monde s'intitule Vous savez que c'est Lagardère, votre patron. Et c'est Sarkozy qui parle. Et donc Sarkozy lui reproche, je sais plus quoi, d'avoir publié un livre contre lui, aucun intérêt. Mhm. Mais maintenant, donc Sarkozy est entré au conseil d'administration du groupe Hachette et à ce titre, apparemment, donc il fait la pluie et le beau temps. Et ça a été confirmé il y a quelques jours puisque la nouvelle directrice de Fayard, là aussi, je l'ai lu dans Le Monde, a envoyé un SMS à Nicolas Sarkozy pour le féliciter d'un entretien qu'il avait donné à Livre Hebdo dans lequel il racontait tous les torts qu'il avait subis de la part de Sophie de Closet. Elle l'a félicité pour je cite, hein, pour la qualité de cet entretien. Et elle était elle-même directrice littéraire chez Fayard. Je la connaissais pas, hein, je ne la connais pas. Et Le Monde lui a demandé de confirmer cette histoire. Elle l'a confirmé et elle a dit que dans cette affaire, c'était lui la victime. Bien sûr. Voilà, donc voilà le contexte dans lequel Sophie de Closet a quitté ses fonctions. Et moi, j'en sais pas plus, j'en savais pas plus à l'époque.
mais il m'a semblé tout simplement évident que je devais immédiatement marquer ma position dans ce contexte en lui dédiant le livre. Bah écoute, ça me paraît très noble, surtout que c'est finalement une tentative d'annuler quelqu'un, d'effacer le travail de quelqu'un. Donc ils ont essayé de cancel Sophie Closet. C'est vrai que c'est du coup le propos, euh, le propos n'en ressort que plus fort Oui, c'est vrai, parce sur cette que méthode. c'est intéressant parce que ce que tu dis met l'accent sur un aspect euh, de la cancel culture dont j'ai pas beaucoup parlé, Mhm. parce que je me suis surtout intéressé à la cancel culture dans son rapport au passé. Mais en réalité, la cancel culture euh, touche aussi à la liberté d'expression. Il y a tout un aspect de la cancel culture qui consiste à censurer des gens, à appeler à la censure de personnes, au licenciement de personnes, euh, pour avoir tenu telle ou telle opinion qui contreviennent aux, euh, aux normes morales revendiquées par les acteurs de la cancel culture. Et ça, c'est vrai, j'en parle en passant, mais j'en ai pas beaucoup parlé. J'en ai pas beaucoup parlé, c'était pas délibéré, mais c'est parce que vraiment ce qui m'intéressait, c'était le rapport au passé. Et aussi parce que cet aspect-là a quand même été pas mal traité. Oui. Il y a eu des tribunes collectives sur le danger que représentait cette censure, signée par des gens comme Chomsky, par exemple. Hum, et c'est vrai que j'ai voulu faire ce livre parce que j'avais le sentiment que sur cette question du passé, personne ne disait ce qu'il fallait dire. Alors que sur la question des libertés d'expression, j'avais le sentiment que voilà, quand même, le public avait quand même des intellectuels qui parlaient, auxquels ils pouvaient se référer. En revanche, sur la question du passé, j'en ai encore une preuve hier en faisant un entretien avec France Culture, je pourrais y revenir, il y a vraiment un manque, il y a vraiment un vide incroyable. Mais maintenant, je pense que j'aurais quand même dû en parler parce que à gauche, on voit un certain nombre d'intellectuels qui ont de la sympathie pour les acteurs de la cancel culture, et moi j'en ai aussi, une sympathie qui est limitée, hein, bon, on pourra en parler par l'esprit critique, mais il y a un certain nombre de personnes à gauche qui disent la cancel culture ça n'existe pas, c'est une invention de la droite, l'expression vient de la droite. Alors c'est possible, hein, mais j'en ai pas eu de preuve. Bon, de toute façon c'est pas. Mais personne n'annule personne en fait. C'est juste des gens qui demandent qu'on rende des comptes, etc. Et j'ai lu un article très intéressant dans The Nation par Kata Polite. Donc The Nation, journal de gauche s'il en est, auquel je suis abonné depuis des années, vraiment depuis 2002. Et ça s'appelle Cancel Culture Exists. Et très courageusement, elle montre des tas d'exemples absolument hallucinants de gens qui sont virés parce qu'ils ont tenu un propos, mentionné tel mot qu'il ne faut pas prononcer, etc. Et, et il y a quelque temps, j'ai été interviewé. Donc voilà. Donc premièrement, je pense que il faut quand même insister sur le fait que, en effet, cette cancel culture pose un problème en termes de liberté d'expression, et il faut insister là-dessus. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais deuxièmement, je voudrais également dire une autre chose. J'ai été interviewé par un journal italien de droite qui Mhm. s'appelle Il Foglio, et les questions étaient très bien, je veux dire très précises. Parce que tu as des journalistes qui te posent des questions, en fait, ils te demandent de résumer ton bouquin. Bon, ils te demandent, bon, Pas de problème. et, hein, Pas de problème, je te fais la synthèse. voilà, bon, alors, c'est bon. Et là, non, c'était très bien. C'était des cas, il me demandait mon avis sur des cas. Et là, il s'est mis à me parler d'étudiants à Sciences Po, de droite, qui étaient les pauvres petits vilipendés par des méchants activistes d'extrême gauche, cancel culture. Bon, je dis,
Évidemment, je suis évidemment contre tout attentat à la liberté d'expression des étudiants de droite et d'extrême droite, parce qu'aujourd'hui la droite et l'extrême droite en France c'est quasiment pareil, de Sciences Po. Mais simplement, j'ai dit attention, aujourd'hui la liberté d'expression en France, en tout cas, elle est beaucoup plus menacée par la concentration des médias et la concentration des maisons d'édition que par la cancel culture. C'est un peu, on va pas pleurer sur le sort des étudiants de droite et d'extrême droite de Sciences Po quand on sait que Éric Zemmour a façonné toute la campagne présidentielle autour de la xénophobie portée par le groupe Bolloré. Bon. Euh, Ouais, et c'est là, pas le on, problème. et là, on voit encore un exemple avec Sophie de Closet. C'est un fait absolument inédit dans l'histoire de l'édition française. On n'a jamais vu, on n'a jamais vu un ancien président de la République faire pression pour le départ d'un patron ou d'une patronne de maison d'édition. J'ai été voir, même sous le Second Empire, Hetzel, l'éditeur républicain qui avait édité Les Châtiments, a, a pu revenir de son exil volontaire à Bruxelles et Napoléon III a essayé bon, de le favoriser. Bon, bien sûr, je veux dire, même sous le Second Empire, il n'y a pas d'exemple de ça. Et là, on n'est pas sous une monarchie, mais sous une république. Donc, mais pour revenir, oui, à cette histoire, ce qui m'a frappé, c'est la brutalité du départ, parce que absolument rien dans les échanges que j'avais eus avec Sophie de Closet montrait qu'un départ était imminent. Donc, même si j'ai pas d'autres informations que celles du Monde, je sais bien, étant donné ce qu'elle me disait sur le livre, ce qu'on allait faire avec le livre, etc., je voyais très bien que c'était pas quelqu'un qui était sur le départ du tout. Donc, il s'agit d'un acte d'une incroyable brutalité. Donc voilà, pour revenir à cette question, donc il y a bien aujourd'hui un problème général de liberté d'expression. La cancel culture en fait partie, mais je pense pas que ce soit le principal problème. Mais c'est un problème. Mais je dirais que la cancel culture pose problème à un niveau individuel, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui vont être alors que j'ai l'impression que la concentration des médias et des maisons d'édition crée un problème qui est moins individuel que systémique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va avoir comme information, qu'est-ce qu'on va avoir comme offre de livres euh, si les médias et les maisons d'édition sont concentrés entre les mains d'une poignée de milliardaires. Bien sûr, mais je m'attendais pas, enfin, je m'attendais pas à cette explication sur Sophie de Closet. Je m'attendais pas non plus à des révélations amoureuses ou intimes. Mais c'est très intéressant parce que finalement, voilà, euh, Fayard, pour moi, était une maison d'édition plutôt grand public et je me réjouissais, tu vois, que tu sois publié chez Fayard parce que je pense que voilà, tu mérites de pouvoir avoir un porte-voix important. Maintenant, alors sans porter de jugement, parce que je ne connais pas ni la qualité ni la personne qui remplace Sophie de Closet, mais là, on peut se poser la question de si elle a été appointée par Sarkozy ou en collaboration avec son aide de la Majesté, de Sa Majesté, ça va certainement poser problème pour la suite par rapport à la liberté d'expression, par rapport à des pensées originales qui, voilà, qui disent des choses qui peuvent déranger. L'article du Monde sur sa nomination cite Nicolas Sarkozy disant voyons si elle peut faire un bon PDG de Fayard, avec évidemment un sens de bon PDG qui est tout à fait personnel. C'est voilà. Ah, c'est fantastique. Mais je pense à notre cher Paul Scarron, tu sais, qui quand même, bon, insultait la reine dès qu'il avait une petite occasion de libre et qui en même temps était financé par elle et par ses proches. Et ouais, finalement, on a même perdu ça. C'est-à-dire que sous la monarchie, on pouvait avoir un roi qui finançait des auteurs, qui était le garant de certains auteurs, et qui par ailleurs les autorisait à déblatérer un petit peu à droite et à gauche.
Aujourd'hui, voilà, la situation est bien pire que sous la monarchie absolue de Louis XIV. Non, je Donc, dirais quand même pas ça. Non, je dirais quand même pas ça. Mais non, je dirais pas ça. Mais simplement, les libertés sont en danger, ça, c'est évident. Donc, voilà. Et le on a pire, encore le moyen de le dire, on a encore le moyen de le dire, on a encore le moyen de se défendre, on a encore le moyen d'aller en justice. On peut pas faire n'importe quoi. Sous la monarchie absolue, on est soumis à l'arbitraire du roi. c'est vrai. Donc, la reine, je connais pas cette anecdote dont tu parles. Donc, la reine tolère Scarron, mais elle le tolère, c'est-à-dire c'est Mhm. son bon plaisir. Si elle veut maintenant l'envoyer à la Bastille, elle l'envoie à la Ouais, Bastille, tu vois. Aujourd'hui, non. A priori, on peut pas envoyer quelqu'un à la Bastille, mais il faut faire attention. On peut y venir facilement. mhm. Non, mais Regarde l'affaire des violences policières. On voit bien absolument, que les libertés sont menacées. absolument. Bon, mais donc, merci d'avoir répondu en toute honnêteté à cette question. Puis on espère que Fayard continuera à publier tous tes livres, et parce que c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour la pensée et pour la suite. Sache que de mon côté, j'œuvre aux États-Unis pour essayer à petite échelle, pour essayer de te faire venir faire un tour, le tour Pierre Vesperini un petit peu partout. Je pense que ça serait quelque chose de très intéressant parce que, à mon sens, voilà, c'est une sorte de renouveau de ce qu'on appelle ici la French Theory, et que ça ferait beaucoup de bien aux États-Unis et puis bien évidemment bah, à la communauté française aux États-Unis qui est énorme avec plus d'1 million de personnes. Et donc ma deuxième question c'est sur ta méthode, je dirais presque scientifique. Pour avoir lu tes autres livres et lu attentivement celui-ci, j'ai l'impression, voilà, tu as utilisé la même méthode, ce qui fait que j'ai l'impression que derrière, bon, ce qu'on a pu t'affubler, philosophe, anthropologue, euh, mais tu es vraiment un enquêteur. Et je voulais connaître quelle est la partie d'enquête, comment tu t'y prends pour mener à bien tes enquêtes lorsque tu te lances dans un projet, bon, aussi bien sur Lucrèce, Marc Aurèle que la cancel culture. Oui. C'est très difficile de répondre à cette question parce que pour ce livre, d'abord ce livre, il faut dire comment il s'est fait, je crois. Je crois que il faut dire que ce livre n'a pas été conçu à l'avance. Euh, de quoi s'agit-il en fait? Euh, je, je vais raconter comment il s'est fait en fait. Euh, j'ai d'abord écrit, enfin j'ai très vite été très interpellé par la cancel culture. Ces histoires de statu quo déboulonnent, d'opéra dont on change la fin, de trigger warnings. Ça m'a toujours interpellé, fait réfléchir. Euh, je comprenais je comprenais ce qu'il y avait derrière. Je n'étais pas dans un rejet. Je veux rien savoir de tout ça. C'est horrible, tout ça. Même si souvent je trouvais ça absurde, mais je me disais non, mais il y a quelque chose à comprendre autour de ça. Il y a quelque chose à faire. On peut pas. Mais je me sentais pas du tout compétent pour en traiter. Je savais pas quoi. Longtemps, j'étais vraiment un peu paumé. Et puis, je me disais, des spécialistes, des gens qui s'occupent de la période contemporaine, qui connaissent les problèmes postcoloniaux, féministes, je ne sais pas, des gens de gauche vont un petit peu amener à la raison ces personnes qui commettent des actes excessifs, un peu outranciers, un peu déraisonnables, un peu absurdes. Et puis, bon, ça venait pas. Alors, bon, j'accumulais bon, on dirait des coupures de journaux, mais c'est des PDF d'articles dans mon ordinateur. J'accumulais. Et puis, je sais pas, un jour, je me suis dit, ah, bah, tiens, je vais faire un article là-dessus. C'était le premier article, sur quoi je l'ai fait. Je crois que c'était sur les trigger warnings. C'est-à-dire quand j'ai vu que
on distribuait aux spectateurs de Roméo et Juliette à Londres, au théâtre du Globe, un petit tract en disant attention, vous allez voir Roméo et Juliette, attention. Bon, ça, il y a des scènes un peu, bon, qui peuvent vous incommoder. Voilà le numéro de SOS Suicide après le spectacle, si vous avez besoin, ou SOS Amitié. Là, j'ai vu que personne n'allait rien dire. Enfin, à part juste, si, il y a toujours des gens qui disent ah, mais c'est ridicule, c'est absurde et tout ça. Mais ça suffit pas. C'est pas une argumentation. Donc, et c'est vrai que par ailleurs, en un sens, j'aime bien qu'il se passe ça. J'aime bien qu'on dise, eh ben oui, Roméo et Juliette, ça peut vous, ça peut vous affecter, ça peut vous faire quelque chose. De même, quand on écrit Churchill racist, j'aime bien que tout d'un coup on dise ah bah oui, Churchill après tout c'est quand même c'était quelqu'un avant d'être une statue. Alors réfléchissons un peu. Ça, j'aime bien ce côté qui démonumentalise les choses. Au lieu de dire ah Roméo et Juliette c'est l'œuvre sacrée, faisant tous des génuflexions. Non, on se dit tiens qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi ça, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ça peut réveiller des souvenirs douloureux ou bouleverser, etc. Bon. Alors voilà, j'ai écrit cet article du coup sur cette question-là des trigger warnings, euh, qui m'a permis de renouer avec d'autres choses que j'avais déjà notées. Tu vois, les étudiantes qui demandent des trigger warnings avant des cours sur la mythologie grecque, par exemple. Euh, et puis après, il y a eu cette question aux États-Unis de l'interdiction, de l'obligation de l'apprentissage du grec et du latin à Princeton. Et j'avais déjà lu dans le New York Times un article, une espèce de long article et un peu un panégyrique en fait, d'un professeur de Princeton, Dan L. Padilla Peralta, qui fustigeait les classiques comme vraiment fer de lance de la suprématie blanche et disait qu'il fallait dissoudre au fond les classiques, que peut-être les classiques n'avaient pas le droit à un avenir étant donné leur passé tellement affreux. Et j'avais écrit un long article là-dessus, mais je l'avais pas publié finalement parce que entre-temps l'interdiction avait été prononcée à Princeton. Du coup, le journal m'a interviewé là-dessus. Et du coup, l'article était reçu dans mon ordinateur. Bon. Et puis après, il y a eu l'affaire de Jefferson à New York, où là, donc, il s'agissait donc de retirer de la salle de délibération de la mairie de New York la statue de Jefferson. Là aussi, pareil, bon, toujours les arguments des uns et des autres, très faibles, toujours très faibles. Et là, je me suis dit, bon, alors là, je vais faire quelque chose là-dessus. Et ça va me permettre, à partir de là, de réfléchir d'une façon générale à la question du déboulonnage, je ne sais pas si ça se dit, enfin bref, du déboulonnage des statuts. Et puis c'est vrai aussi que, voilà, c'était des cas empiriques, les trigger warnings, l'affaire des classics à Princeton, l'affaire des statuts. Et du coup, ça me permet de revenir à ta question. Bien sûr que j'aurais pu me dire au début, voilà, je vais faire un livre sur la cancel culture. Qu'est-ce que la cancel culture? Essai de définition de la cancel culture. Bon. Mais ça, j'avais pas envie de faire ça, je m'en sentais pas capable et je pense que c'était pas la bonne méthode de toute façon. Puisque cancel culture est une expression du langage courant qui, comme telle, peut faire l'objet de définitions assez différentes. Pas forcément contradictoires, mais en tout cas différentes, plurielles, et que du coup, je pense qu'elle nous entraînerait vers une espèce de conceptualisation de quelque chose qui n'a pas à être conceptualisé. C'est juste un phénomène qui se passe autour de nous. On peut pas nier qu'il se passe quelque chose. On peut appeler comme ça. Mais si on veut l'appréhender, à mon avis, et c'est ça où j'en viens à la question de la méthode, il faut partir de cas. Voilà. Et là, je sens que je peux travailler. Donc, il y a le cas Roméo et Juliette à Londres qui m'a permis de réfléchir à cette question-là
de qu'est-ce qu'on fait par rapport aux œuvres du passé et par rapport au fait qu'elles peuvent créer un, ce qu'ils appellent un trigger, elles peuvent déclencher un état de stress post-traumatique, etc. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux classiques et en fait plus généralement à la question des disciplines scientifiques, puisque toutes les disciplines scientifiques ont participé à l'ordre blanc, raciste, misogyne et antisémite. Donc, pourquoi ça, donc ça m'a permis de réfléchir à ça. Et puis la question des statuts, qui m'a permis de réfléchir au-delà des statuts, aussi à la question des noms de rues, des noms de bibliothèques, des noms d'écoles, des noms de tunnels même, c'est-à-dire de noms de personnages qu'on honore dans l'espace public, qu'on a l'objet d'un honneur dans l'espace public. Et puis, quand j'ai proposé au rédacteur en chef du journal, donc c'est Philosophie Magazine, tous ces articles sont parus dans ce journal, quand j'ai proposé le dernier article, il m'a dit ah ben, vous allez devenir un spécialiste de la cancel culture. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'y avais pas pensé. Bon, évidemment, c'était un peu une boutade, mais en même temps, je me suis dit, non, c'est vrai quand même que avec ces trois articles, j'ai fait un peu un certain tour de ce phénomène. Et voilà, tu vois, tu me demandes comment j'ai procédé. J'ai Ouais. procédé par des enquêtes de cas. Et à partir de là, quand j'ai proposé le livre à Sophie de Closet, elle m'a dit, bon, ben, c'est très bien, c'est très bien, mais ce qu'il faudrait, c'est une introduction générale. Et évidemment, bien sûr, bon, j'avais pensé, mais en fait, l'introduction est devenue un essai à part entière. L'introduction générale, en fait, forcément, j'allais me demander, mais finalement, d'où ça vient tout ça? Ce qui fait que le livre est fait vraiment de deux parties, très différentes l'une de l'autre. La première partie, c'est une espèce de généalogie de la crise actuelle. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Qui est vraiment, on pourrait dire, une espèce de charge contre, euh, contre la civilisation européenne, euh, contre la civilisation européenne, contre les savants, les clercs qui ont défendu finalement cet ordre européen avec ses aspects les plus graves. Et puis une deuxième partie qui reprend et révise les articles publiés, qui là au contraire est beaucoup plus critique à l'égard des acteurs de la cancel culture. Donc c'est assez voilà comment le livre s'est fait. Ouais, ouais. Enfin, ce que je trouve extraordinaire, juste pour terminer sur la méthode, c'est que, voilà, mais pour être, toi, un intellectuel français, un chercheur français, je trouve que tu réussis très bien à te détacher de la méthode, en gros, intellectuelle française pour travailler sur un sujet. De la même manière que Marc Aurèle, tu étais allé chercher dans la correspondance pour essayer de voir véritablement qui il était et ensuite travailler sur le concept de philosophe et pas voilà, travailler sur des textes, de textes, de textes. Là c'est très, très important. Tu pars du concret, tu pars d'études de cas et ensuite tu produis une pensée qui est immanente, qui s'éloigne d'un peu l'idéalisme théori, théoricien qu'on peut avoir parfois, penchant qu'on peut avoir un peu en France. Et ça renouvelle, je trouve, vraiment le champ intellectuel. Donc ceux qui nous regardent, ils doivent dire, ça y est, Olivier repart dans son truc sur Pierre, en disant, ouais, c'est un fan. Mais c'est vrai, tu renouvelles vraiment la manière de penser les choses, et dans le même temps, ce que tu dis est un peu révolutionnaire dans la mesure où personne ne l'a dit avant toi. Enfin, presque personne ne l'a dit Je avant toi. sais pas. Oui, je ne sais pas. Peut-être. Hein, je dis pas que personne l'a Oui, dit, mais c'est vrai que je constate que euh, moi j'ai pas vu vraiment une analyse en profondeur des origines de la crise. Et par ailleurs, pour revenir à la question de la méthode, l'enquête, ce qui est important dans l'enquête, et ça fait partie de la méthode, puisque tu parlais de Marc Aurèle, mhm, c'est vraiment citer de façon exacte les acteurs. Essayer de vraiment
de pas caricaturer les propos, savoir exactement quelle est la logique des acteurs. Tu vois. Et donc ça, c'est vrai que c'est un peu la méthode philologique. C'est, voilà, quelle est, mais c'est aussi la méthode de l'enquêteur et du reporter. Vraiment, ne pas déformer les propos pour ne pas déformer l'événement. Mhm. Et ça se lit ça se lit aussi facilement qu'un reportage, alors que c'est un essai et que ça c'est censé être plus difficile à lire. Et donc moi, alors maintenant, je voudrais rentrer dans le vif du sujet, même si on l'a abordé. Donc, si aujourd'hui, tu vois, on faisait une typologie des, des, des réactions que, je dirais, on peut avoir face à la culture, entendons-nous la culture européenne, qu'est-ce qu'on aurait, en sachant qu'on va de l'indifférence la plus totale, c'est-à-dire Robert qui travaille, qui a sa vie tranquille et qui en a absolument rien à faire, à celui qui veut cancel la culture européenne en passant par l'espèce de fou qui la considère comme quelque chose de sacré, d'intouchable, et qui est en gros qui veut pas qu'on touche à quoi que ce soit, qu'on renouvelle quoi que ce soit. Donc quelles sont les différentes en gros typologies qu'on peut avoir face à la culture aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est vrai qu'en termes de méthode, j'évite les typologies, moi. J'essaye de pas faire de typologie. Euh, mais j'ai peut-être tort, hein, mais Non, c'est non, vrai que non. les typologies. Mais en revanche, il y a une chose Ah bon, dont je voudrais parler en t'écoutant. C'est une question que je me pose, en fait. Euh, en fait, euh, hier, donc, j'ai fait cet entretien à la grande table et la journaliste m'a m'a parlé de propos qui m'avaient échappé. Alors, tu vois, vraiment, je lis le journal le plus ouais. possible, je sais des trucs, mais ça m'avait échappé. Alors, pourtant, c'est vraiment important, puisqu'il s'agit de propos du directeur du Festival d'Avignon de l'époque, Olivier Pi. Moi, j'ai dit Oui, de l'époque, parce que je crois qu'il est plus directeur, hein, je je sais crois pas. que C'est 2018. Et elle me dit que donc Olivier Pi disait que le problème avec les opéras du 19e siècle, c'est que souvent les femmes, ils sont présentées comme des victimes consentantes et que du coup, il faudrait quand même voir à changer un peu ces opéras. Alors, bon, tu sais, dans l'émission, voilà, c'est en direct, donc j'ai répondu, je crois que j'ai répondu, bah oui, d'accord, mais il faut trouver des compositeurs de génie, alors pour les gens, je me suis tiré comme ça. une boutade. Euh, une boutade. Et puis après ça, j'ai dit, bon, après ça, j'ai dit que c'était absurde, évidemment. Enfin, j'ai dit que c'était absurde, mais je n'ai pas tellement argumenté parce que je connaissais pas exactement le texte. Et puis, encore une fois, pour revenir à ce que je disais, euh, je veux pas discuter un acteur dont j'ai pas vraiment les textes sous les yeux. Elle avait pu, il a peut-être qu'il n'avait pas dit exactement ça, tu vois. Donc hier, après l'émission, j'ai écrit à la collaboratrice de Olivia Gisbert, la journaliste, et j'ai dit, oui, ça m'a beaucoup intéressé. J'aimerais bien écouter, savoir de quoi il s'agit, quoi. Ses propos. Alors, elle m'a envoyé très, très gentiment, tout de suite, elle m'a envoyé l'interview. Non, c'est un extrait sonore, ça fait 57 secondes, mais c'est riche. Je veux dire, sur le plan de l'absurdité, c'est très dense. Et, euh, et alors voilà, il explique que c'est très embêtant, c'est très préoccupant, on va avoir des difficultés. Il prend un ton vraiment grave, enfin, vraiment la situation est très très grave. On a l'impression que voilà, il parle de réchauffement climatique. Non, non, c'est que nous allons dans les prochaines années avoir des grandes difficultés parce que les opéras présentent souvent les femmes comme des victimes consentantes et donc c'est pas bien du tout et il va falloir changer. D'ailleurs, les artistes, nous avons toutes les libertés encore, n'est-ce pas? Bon. Et, euh, et alors, bon, du coup, je me suis dit, bon, ça vraiment, il va falloir que j'écrive quelque chose là-dessus. C'est vraiment pas possible. Je peux pas laisser passer ça. J'adore l'opéra et j'ai des millions de choses à répondre à ça. Donc, je me suis dit, je vais écrire quelque chose là-dessus. Bon. Mais
Mais une chose qui m'a frappé, pour revenir à ta question, Mhm. je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on se pose ces problèmes-là pour les opéras et pas pour les films contemporains? Parce que il parlait aussi de Carmen, tu sais, à la fin, Oui. Don José tue Carmen. Bon, ça, c'est un problème. Donc, dans la mise en scène d'Olivier Py, en fait, elle se relève. Dans le bouquin, Ah, je parle d'un cas, en fait, non, c'est elle qui fait pampan sur Don José, donc c'est Don José qui meurt, même si le texte ouais. de l'opéra dit pas ça, je sais pas comment il s'en C'est ça. tire, hein, parce que à la fin, Don José, il dit, vous pouvez m'arrêter, c'est moi qui l'ai tué. Et même ça finit là-dessus l'opéra, d'accord? Vous pouvez m'arrêter, c'est moi qui l'ai tué. J'adorerais le chanter, mais je te l'épargne. Donc, il y avait une mise en scène où, en fait, c'est elle qui tire sur Don José. Mhm. Donc, Don José meurt. Et j'imagine qu'il dit, vous pouvez m'arrêter, c'est moi qui l'ai tué. Je suis Bon, mort. d'accord. Ça devient les Marx Brothers, mais bon, pourquoi pas. Alors, Olivier Pyle avait un autre, donc, dans cet extrait sonore, lui, il dit non, que dans sa mise en scène à lui, en fait, il la blesse, mais pas mortellement. Donc, en fait, elle se Ah, taille, elle se taille, je ne sais pas comment c'était fait, et lui, il se retrouve, il dit, elle le laisse à son sort, elle l'abandonne à son sort, donc il se retrouve tout seul, et il doit dire au public, c'est moi qui l'ai tué. Alors le public vient de la voir, ou alors, est-ce qu'elle part, une fois qu'il a dit ça, il croit qu'elle est morte, alors il dit ça, et en même temps, ah, en fait, non, il s'est trompé, tu vois, artistiquement, c'est vraiment, c'est grandiose. Mais non, la question que je me disais, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça avec l'opéra, alors qu'on va pas le faire avec les séries ou avec les films, où on voit les femmes souffrir, on voit des femmes être maltraitées de la façon la plus insoutenable possible. J'en parle pas de première main parce que moi je les ai pas vus ces films, mais c'est une amie à moi à qui j'en parlais qui m'a dit ça, elle m'a parlé du film avec Monica Bellucci, du film avec Isabelle Huppert, où on voit des femmes mais traitées de la façon la plus dégradante, la plus insoutenable possible, et en plus de ça, sans que sans qu'on sente la moindre désapprobation du côté de la réalisation. livré tel quel. Oui, c'est livré tel quel, et apparemment, ce que me disait cette amie, mais moi maintenant je voudrais aller voir pour ce texte, mais en même temps, elle dit le public jouit de voir Isabelle Huppert, Monica Bellucci traitées comme ça. Bien sûr. Et ça m'a ramené à la question que je soulevais dans mon article sur les trigger warnings, qui est maintenant un des chapitres du livre, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça pour Roméo et Juliette, alors que euh, dans les films, dans les séries, on est soumis à des histoires mais beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus sanglantes, beaucoup plus de sang, beaucoup plus d'horreur. Donc, pourquoi la culture est-elle visée et pourquoi l'industrie est-elle épargnée? Pourquoi est-ce que les mêmes histoires, les mêmes éléments narratifs sont-ils euh, vraiment soumis aux soupçons, euh, à la condamnation la plus véhémente et à l'examen le plus absurde par ailleurs, un examen inquisitorial tellement absurde, alors que les mêmes éléments narratifs euh, paradent impunément sur nos écrans, grands écrans, grands et petits, il me semble que ça soulève le moins de problèmes. Et pas seulement ça, mais je pense aussi aux jeux vidéo, je pense aussi Souvent, je veux dire, je me retrouve dans des espaces d'attente, dans les aéroports, dans les salles d'attente des médecins, quand j'amène mon fils ou quoi, je suis le dentiste. Et puis, ils passent les actualités, mais on est confronté à des images Ah ouais. absolument affreuses. Et je Ah suis avec mon fils qui ouais. a 7 ans, je vais dire, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas l'idée de, ah, faut faire un trigger warning, tu vois. On trouve tout à fait normal, de façon indiscriminée, de faire circuler les images les plus insoutenables. Donc Et d'autant, pourquoi? ouais. Ouais. Excuse-moi, et d'autant que dans l'opéra, si on fait une étude d'audimétrie, bon, l'impact que ça peut avoir sur une société, euh, voilà, c'est aussi la question que je me posais quand tu fais une très belle étude là, d'une pièce de théâtre de Shakespeare qui est montée à New York. C'est un passage énorme du livre. Euh, mais quel est l'impact de Bizet sur la vie de quelqu'un par rapport à une série
qui est super, super bien faite, qui te fait rentrer dans la chair, dans ton cerveau, ou t'en sors complètement bouleversé à l'envers. Alors que bon, ben, sur Bizet, tu le disais, je vais pas te le chanter parce que ben, il y a une sorte de distanciation avec la scène qui nous protège en quelque sorte de nous rentrer à l'intérieur. Alors que là, tout est fait, bien évidemment, par l'industrie pour qu'on devienne addict, qu'on regarde la saison suivante, l'épisode d'après. Donc, c'est une très bonne question. C'est inversement proportionnel à l'audimétrie et au nombre de gens qui vont regarder enfin, ou écouter de l'opéra. Ouais. Et du coup, tu te demandes pourquoi. Et Pourquoi est-ce pourquoi? que c'est là que et Qu'est-ce que tu réponds alors? Enfin, qu'est-ce que tu te réponds à bah, toi-même? dans le livre, je dis que mais je sais pas si c'est une bonne réponse hein, maintenant. Mais dans le livre, je pensais qu'au fond, du moment que une œuvre euh, est vraiment liée à l'industrie, donc au profit, donc à l'argent, quelque chose qui n'est pas touchable, quoi, qui est vraiment, ça va, c'est bon. Hmm. Mais quand il s'agit d'une œuvre qui n'est pas directement une marchandise, à ce moment-là, à ce moment-là, elle va être plus facilement l'objet de d'attaques. Bon, mais je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin. Hum, je pense qu'en effet, une série ou un film industriel sont des produits culturels qui ne revendiquent pas de prestige particulier. C'est vraiment des objets de consommation qui se donnent comme tels et voilà. Donc, donc je ne sais pas pourquoi ils vont pas, je sais pas, ils vont comme passer sous le radar. Mhm. Alors que peut-être que des œuvres qui prétendent à un statut supérieur, à un statut noble, qui justement les met au-dessus de la question de l'argent, euh, vont susciter au contraire la haine, justement. Et c'est vrai que en effet, la culture, le, les œuvres ont servi euh, indéniablement. Malheureusement, elles ont souvent été un instrument de domination. Mhm. Donc, est-ce que c'est ça qui se retourne contre elles maintenant? C'est possible. Mhm. Mais voilà. Donc, c'est vrai que c'est une question que je me pose en ce moment. Voilà. Pourquoi, pourquoi cet acharnement sur les œuvres, disons, du patrimoine culturel, et non pas sur les œuvres de l'industrie culturelle actuelle, alors que nous avons exactement les mêmes éléments narratifs. Ouais. Euh, pour en revenir à la typologie, ceux que on pourrait mettre dans le spectre des protecteurs de la culture, dans lequel il y aurait, alors excuse-moi, je fais ma typologie, mais bon, Donc toi, tu peux la faire, il y hein. aurait- C'est moi qui la oui, fais pas, mais toi, vas-y, hein. je me fais plaisir. Il y aurait d'un côté les gentils, entre guillemets, un peu à gauche, tu vois, qui se disent non, on va quand même pas toucher à Ovid, ah, c'est pas possible. Et puis après, il y a les méchants qui, eux, disent ah bah voilà, quelle bande de salauds, c'est un complot pour le remplacement de la culture européenne par une sous-culture américano, etc., etc. Euh, voilà, on se retrouve dans cette position où, finalement ton livre apporte, je trouve, un juste milieu. C'est ma lecture, enfin moi ça m'a permis, parce que j'ai souvent été ballotté entre les deux, entre les gentils et les méchants. Je me dis, bon après tout, ils me font chier, ils veulent supprimer Ovid, ils racontent n'importe quoi, ils touchent à Chénier, c'est quoi ces abrutis? Donc j'oscille entre les méchants, et puis les passions tristes, et puis après les gentils en me disant, enfin les gentils dans les sacrés, en disant, bon ben là, pourquoi faire ça à Ovid? Et Ouais. donc, euh, et donc je trouve que grâce à ton livre, on tombe sans relativisme, sans relativisme,
on tombe dans une étude de cas, enfin, du cas par cas, d'une sorte de jurisprudence euh, où on va pas faire de loi en disant voilà, Jefferson, on le raye de la carte, Wilson, on l'enlève, on le cancel, mais on est dans une optique beaucoup plus fine, beaucoup plus nuancée, qui moi, en tout cas Olivier, m'a permis d'avoir une position intellectuelle qui est tenable et qui n'est pas dans ce ballottement dont je parlais, ou parfois je me disais même, tu vois, quel pervers ce Baudelaire. Il y a une élève qui m'a dit, mais Olivier, une passante de Baudelaire, c'est quoi ce gros voyeur qui mate la meuf comme ça, il a des habits du regard. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux répondre à ça? Je sais pas, je suis désolé, tu Très vois? intéressant. Mais moi, tu vois, ce que j'aime encore une fois, comme ce que je disais tout à l'heure, ce que j'aime dans ces histoires-là, c'est que je préfère ça à, ou bien à l'indifférence, ou bien à une espèce de respect préconstruit. Ah, c'est Baudelaire, pas touche. Ouais. Donc, pour l'histoire d'Ovide ou pour l'histoire de Chénier, je pense que les, c'est important d'affronter cette question soumise par des étudiants, des étudiantes le plus Est-ce souvent. que tu peux rappeler, excuse-moi, en quelques Oui, mots, oui, bien sûr, bien sûr. ce qui s'est passé avec Euh, bien Chénier sûr. euh, aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, il s'est passé, c'était à Columbia. Mhm. Il y a eu une tribune dans le journal de Columbia par trois étudiantes, je crois, de couleur, qui témoignaient du fait qu'elles avaient été perturbées par le contenu de certains extraits des Métamorphoses d'Ovide, ou par la lecture des Métamorphoses d'Ovide, peut-être tout simplement, Ouais. en disant qu'il y avait beaucoup d'histoires de viol dans Ovide et que des histoires de viol, des histoires d'oppression, de violence dans Ovide. Et alors évidemment, elles ont suscité une polémique pas possible, etc. L'extrême droite en a donné à cœur joie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle disait que la professeure les avait renvoyés dans les cordes en disant mais non, mais c'est très beau. Voilà. Vous voyez, là, tu vois, ça Ouais. c'est vraiment l'attitude que j'appelle sacerdotale. Voilà. C'est sacré, c'est beau, c'est sacré. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, euh, c'est que je pense, enfin, si j'étais enseignant, enfin, d'abord, je dois dire qu'en tant qu'enseignant, enfin là, je suis pas enseignant, mais j'ai enseigné à plusieurs reprises. Avant même cette histoire de cancel culture, j'ai toujours fait très attention dans ces passages-là. J'ai toujours considéré que je pouvais avoir dans mon auditoire, dans le public, des étudiantes qui avaient été victimes de viol. Je me rappelle parfaitement, au moment où je parlais du viol de Lucrèce dans Tite-Live, un Ouais. événement crucial dans l'histoire de Rome, puisque c'est ça qui va donner naissance à la République, Avec Tarquin. avec Tarquin, enfin euh, le fils de Tarquin le Superbe, qui va violer Lucrèce. Je me rappelle très très bien que je me sentais vraiment devoir parler avec beaucoup de délicatesse, de gravité, de précaution, enfin de faire attention au fait que je pouvais avoir dans mon auditoire des étudiantes qui avaient été victimes de viol. J'ai même retrouvé un mail où je parle de ça à une amie à l'époque. Donc, je veux dire, je pense que ces réactions sont absolument légitimes. Je pense que non seulement elles sont légitimes, mais si j'étais enseignant, je pense que je m'en servirais pour parler du texte aussi, pour parler de ce que dit le texte, les effets visés par le texte. Je ne dirais pas juste c'est beau, non, ça n'a rien à voir Hmm. avec ça. Mais pour ça, il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage, il faut travailler aussi. Parce que dire c'est beau, c'est pas travailler. Tu comprends? Et puis,
se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a cette histoire-là? Et proposer, par exemple, de comparer les mythes grecs avec les mythes d'autres cultures. Mhm. Et c'est là que j'ai consulté un spécialiste des différentes mythologies qui s'appelle Julien Duy. Mhm. Et il m'a dit, mais en fait, ces histoires-là de viol, d'injustice, de violence, on les rencontre partout. C'est pas du tout propre à la culture gréco-romaine. Ce sont et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que ça fait partie de l'humanité. Et Mhm. donc, on en arrive à la question suivante, qui est liée. Le mal fait partie de l'humanité. Représenter le mal, c'est pas défendre le mal. Représenter le mal, c'est pas donner le mal en exemple. Mhm. C'est faire réfléchir sur le mal. Donc finalement, les gens qui nous disent qu'il faut pas représenter euh, l'assassinat de Carmen par Don José, sont des gens qui nous disent il ne faut pas faire savoir au public que le mal existe. Il faut lui présenter des spectacles où constamment le méchant sera puni, la victime sera sauvée. Ce faisant, on lui présente une version de la réalité, évidemment, malheureusement, fausse. Ouais. Donc c'est totalement absurde. Ouais, ouais, non, non, mais je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Et c'est en ça que tu parles de puritanisme, Oui, peut-être? alors le puritanisme, c'est c'est encore autre chose. J'essaie de comprendre ce qu'il y a derrière, parce que finalement, la raison pour laquelle je dis que cette histoire de cancel culture est vraiment un des problèmes les plus graves Mhm. aujourd'hui, même s'il y a des problèmes tellement graves, hein, l'Ukraine, le climat, mais je pense que c'est un problème très très grave parce que non seulement ça touche à la formation des générations futures, à- mais donc ça touche à l'éducation des citoyens. Mais en plus de ça, c'est toute une version de la condition humaine qui est en jeu. Qu'est-ce que c'est que l'humain? Qu'est-ce que c'est que la condition humaine? Mhm. Et là, ce qui se met en place, c'est une condition, une vision de la condition humaine puritaine, Mhm. c'est-à-dire qui divise le monde en bon et en méchant. Il n'y a Mhm. pas de complexe, il y a pas de complexité, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de contradiction. On Mhm. est ou tout bon ou tout méchant. Mhm. Et, ce qui est également, donc ça c'est très puritain, cette espèce de recherche de la pureté et de chasse à l'impureté. Mais par ailleurs, ce qui est très puritain aussi, c'est l'idée d'une rédemption possible. Ça, Mhm. c'est très puritain. C'est-à-dire que ce qu'on voit souvent, c'est que des gens qui sont victimes de la cancel culture, par exemple, on va leur dire, pas tous, hein, mais beaucoup, vont dire vont dire que maintenant ils vont réfléchir à ce qu'on leur a dit, ils vont changer, ils vont devenir meilleurs, etc. Et cette rédemption s'applique aux œuvres. On va sauver Carmen de l'enfer auquel elle est vouée, puisque on va la faire devenir bonne. Et Mhm. comment est-ce qu'on va faire? Ben, on va changer la fin. C'est ce qui s'est passé avec la pièce de Shakespeare, Les Joyeuses Commères de Windsor à New York, euh, dont je parle dans le livre, comme tu disais. Et effectivement, c'est quand même incroyable de voir des spécialistes de Shakespeare, des Shakespeare scholars, Mhm. qui disent, oui, c'est un nasty, un ugly play, c'est un ugly play. Mais elle était ugly, maintenant, elle est devenue belle. Et pourquoi elle est devenue belle? Parce qu'on l'a complètement, elle est devenue méconnaissable. C'est Ouais. plus la pièce, quoi. C'est et puis troisièmement, le puritanisme, il vient aussi dans la, au fond, et ça c'est encore une chose que j'ai pas dit dans le livre qui m'est venu maintenant, mais c'est aussi le fait que l'art n'a pas d'autonomie. L'art n'est pas souverain. L'art doit servir la morale. L'art doit être édifiant. C'est complètement fou Mhm. de penser que Olivier Py, quand même par qui a des lettres, qui est directeur du festival d'Avignon,
nous ramène vraiment Quotidien. au temps de l'agit-prop, du théâtre prolétarien, du théâtre, je veux dire, du théâtre moral. Et tu sais à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à la préface de Mademoiselle de Maupin de Gautier. Je sais pas si tu l'as en tête. Si, si, si. Tu vois ce texte? J'adore ce texte. Mais quand j'ai lu ce texte, j'ai pensé que c'était fini. Plus jamais on verrait ça. Mhm. Un climat pareil. Euh, Mais maintenant, on est de nouveau dans ce climat-là où l'art est censé servir la morale. Alors, c'est plus la même morale exactement ah oui. que la morale de la monarchie de Juillet, mais c'est une autre morale. C'est une morale tout aussi idiote. C'était ma question suivante, la liberté, enfin, que faire de la liberté de l'artiste aujourd'hui, où on peut te réécrire ta pièce, bon, quand t'es mort, ou, bon, par exemple, alors on ne sait pas si c'est vraiment de la littérature, mais J.K. Rowling, tu sais, Harry Potter, bon, bah, qui a été en un sens peut-être victime de du monstre qu'elle avait créé, ou des monstres qu'elle a elle-même créés. Mais bon, elle se retrouve dans une situation aujourd'hui où elle est prise à son propre piège. Mm. Ouais. Donc enfin pour moi, ça me semble vraiment une question extrêmement importante. Alors peut-être pas urgente comme tu disais, parce il y a des choses vraiment urgentes, je sais pas, l'Ukraine, le réchauffement climatique, où il faut agir tout de suite, très très vite. Mais d'un autre côté, c'est vraiment une question très grave, très importante, parce que en fait, on est en train de planter des graines qui vont donner naissance à des enfants et à un système et une éducation et on ne pourra plus rien faire. Oui, parce que ça se passe sur les campus. C'est quelque chose c'est une révolution culturelle. C'est quelque chose qui se passe dans l'académia. Ouais. Et donc, ça, c'est pas nécessairement une mode, parce qu'au début aussi, je me disais, mais peut-être c'est une mode, ça va passer, etc. Peut-être c'est une mode d'ailleurs, j'en sais rien, je suis pas prophète. Mais moi, j'ai pensé que il était, j'ai pensé qu'il fallait le prendre au sérieux. Voilà. J'espère Mm. que je me suis trompé. Si je me suis trompé, tant mieux. Si dans 2 ans on parle plus de ça, tant mieux. Mais Mais, euh, ouais, non, excuse-moi. Mais tu vois, il y a eu d'autres crises de la culture, en un sens, il y a eu d'autres conflits, mais qu'est-ce qui fait que, selon toi, celle-ci est, est différente et peut-être plus grave que les autres qu'on a pu rencontrer? Alors, tu vois ce que je veux euh, dire? oui, je pense qu'elle est peut-être plus grave parce qu'aujourd'hui, la culture européenne est vraiment au départ, avant cette crise. Je veux dire que cette crise frappe la culture européenne à un moment où elle n'a jamais été aussi fragile depuis la fin de l'Antiquité ou peut-être depuis la Renaissance. Je suis bien d'accord. Et que Euh, la technologie est un élément déterminant là-dedans, au sens où, alors, on n'a pas, enfin, la culture telle on en parle et on l'entend est difficilement marketable, commercialisable sur des écrans, à travers des applications, à travers des softwares, euh, et ça constitue pour sa transmission un véritable défi. Alors je dis pas qu'on peut pas s'en servir de cette technologie, mais ça constitue un défi, et aussi pour les tenants, enfin pour, je dirais pour les enseignants, les chercheurs, les intellectuels qui avaient l'habitude de passer par le livre, ou par l'étude, ou par la bibliothèque. Ça lance un défi. Si on veut qu'elle survive, il faut peut-être qu'on utilise d'autres méthodes de transmission uniquement que celle du livre. non, pour moi, c'est pas le problème, la technologie. Je pense que le problème, c'est simplement l'éducation. Le problème, c'est simplement le fait qu'on ne transmet plus cette culture dans l'éducation. Et on ne forme plus les gens à avoir accès à cette culture parce que moi, je me sers tout le temps de la technologie dont tu parles. Je trouve qu'elle est formidable. Oui, oui. Regarde le fait qu'on a maintenant tant de textes numérisés, des livres numérisés. Moi, je trouve ça extraordinaire, mais en même temps, je me dis, qui peut lire ces livres maintenant?
Ces livres en latin, ces livres qui sont incroyables, qui recèlent des tas de trésors auxquels on ne pouvait pas avoir accès avant, très difficilement. Il fallait aller dans ta bibliothèque, toute une histoire. Aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Non, pour moi, la technologie ne me pose aucun problème. Ce qui m'inquiète, c'est simplement que les gens ne savent plus écrire, ne savent plus s'exprimer. Mais même je veux dire, même les hommes politiques. C'est, Mais tu vois, par exemple, je prends l'exemple du, tu sais, speech to text, je sais pas comment on dit en français, mais cette possibilité de dicter. ah Ce, oui, ce qui est génial. Tu vois, peut-être que Montaigne, d'autres auraient grave kiffé, comme diraient nos élèves, mais finalement, si aujourd'hui je peux, en ayant un contrôle du français oral, mais pas écrit, si je peux dicter et que l'ordinateur corrige mes fautes, tu vois, à quoi bon se taper des cours d'orthographe avec le bled? À quoi bon souffrir finalement si c'est aussi facile et même beaucoup plus efficace de dicter à ton traitement de texte ou à ton Google Doc ce que tu as à lui dire. Ouais. C'est oui. Mais là, je pense qu'il faut quand même contrôler ce que fait l'ordinateur. Tu peux pas, voilà, l'ordinateur est pas du tout infaillible. mais dès qu'il sera en dehors de la salle de classe, on sait, enfin, tu vois, tu sais que il s'échappera et après tout, si on lui dit, bon, bah, tu sais, quand tu seras grand, tu pourras pas, voilà, et quand il sera grand, il, il fera comme tout le monde, il dictera son email ou il dictera ses messages. Moi, je reconnais maintenant, tu vois, dans les messages que je reçois, les choses qui ont été dictées, parce qu'il y a des fautes qui sont plus des fautes d'orthographe, mais qui sont des fautes du correcteur ou de l'intelligence Voilà. artificielle qui prend les notes. Donc, donc, il faudra connaître l'orthographe pour pouvoir corriger le message. Exactement, exactement. Et ça me fait penser à éducation. J'avais noté une question qui est une question absurde, mais je te la pose quand même. Si tu étais tout à coup ministre de l'Éducation nationale et on te dit, voilà, Pierre, tiens, à toi de jouer. Bon, mis à Ouais. part que peut-être tu refuserais, mais imaginons que tu refuses pas et que tu dises merci beaucoup, parfait, je suis content. Oui, Qu'est-ce oui, que, je serais très content. Euh, ah qu'est-ce ben, que, il faut qu'est-ce que tout tu fais? remettre. Ah ben, il faut tout revoir depuis le début, depuis la maternelle. Donc, Mhm. bah, d'abord, je consulterai évidemment énormément parce que je suis pas, Oui, tu je ferais pas connais ça pas en du tout, solo. c'est pas en solo, mais j'ai vu quand même, j'ai une certaine expérience donc je reprendrai tout à zéro. Pour la maternelle, je remettrai l'accent sur l'importance du jeu, Mhm. absolument essentiel. Et on constate aujourd'hui que les enfants à l'école maternelle sont de plus en plus soumis à un rythme, à des exigences d'apprentissage totalement, euh, comment dirais-je, qui ne correspondent absolument pas à ce qu'est un enfant à cet Mhm. âge-là. Un enfant a Mhm. besoin de jouer, a besoin de découvrir le monde. Donc, bon, en gros, à la maternelle, ce serait Montessori pour tout le monde. J'allais dire. Hein, voilà. Et puis après, et ce qui me paraît absolument fondamental, c'est de mettre l'accent sur les humanités, sur l'apprentissage évidemment de l'écriture, de la langue, de la lecture, pardon. Non, j'ai mis un petit cœur pour les Ah oui, humanités. d'accord. Mais les humanités qui comprennent aussi les sciences, c'est-à-dire comme ce qu'on appelait à Rome les Mhm. studia humanitatis, c'est-à-dire ça comprend la biologie, la chimie, Pas que la, du la, latin et du grec. la biologie. Et, et, euh, et avec aussi une grande importance donnée aux disciplines artistiques, à la musique, au dessin. Bon, chez nous, quand j'étais élève, c'était vraiment des matières mineures. C'était mal enseigné, les professeurs étaient mal Ah vus ouais. eux-mêmes. C'était vraiment, bon. Je pense que c'est des matières qui doivent être extrêmement valorisées, c'est extrêmement formatrices.
De même pour la gymnastique d'ailleurs. On peut imaginer des cours de gymnastique et c'est aussi en même temps des cours de danse, par exemple. La danse est très importante. Ça, bon, je dis ça parce que je le vois dans l'Antiquité, mais c'est vrai, je pense que la danse apprend à se tenir, par exemple. Il me semble que la notion de tenue est Mhm. très importante. Je suis frappé souvent quand je vois maintenant dans l'espace public, je me promène et je vois des corps que je ne voyais pas avant. Je vois des corps déformés par, euh, par la malbouffe. On voit bien on voit des gens dont les corps sont vraiment déformés par la, pas par la malnutrition, mais par la malbouffe. Et puis, on voit aussi des gens qui se tiennent, qui marchent d'une façon plus que négligée. Enfin, vraiment, je pense qu'il est important dans que l'école ait aussi une dimension d'éducation physique, mais que ce soit pas simplement du sport, que ce soit aussi de danse, de diététique aussi, Ouais. quoi manger, etc. Et, euh, et puis enfin, ce qui est essentiel et qui manque, c'est d'introduire dans toutes les matières la dimension historique, montrer que nous avons une histoire, que la littérature a une histoire, que la musique a une histoire, et que du coup, les normes ont une histoire, les conventions ont une histoire. Et en même temps, cette histoire n'est pas juste une juxtaposition des normes, mais cette histoire a un sens aussi. Qu'on voit bien que l'humanité a évolué, qu'elle a évolué petit à petit vers un monde où on en arrive à un moment où une élève te dit, mais Baudelaire, c'est un voyeur. Mais oui, Ouais. je pense que c'est très important. En effet, oui, on peut contextualiser ce poème et parler du regard porté sur la femme. Mais on peut aussi le comparer avec la collectionneuse de Romer, Ouais. où les premiers plans euh, sont sur le corps de l'héroïne et qui est en bikini à la plage. Et on peut dire, voilà, c'est un regard de voyeur. Mhm. On peut dire ça. Et voilà, que l'histoire a un sens. Je veux dire, je me rappelle que c'est la question autour de Carmen qui m'a fait penser à ça. Euh, Quand il y a eu l'assassinat de Marie Trintignant par Bertrand Parle. Cantat, Ouais. il y a eu un article dans Le Monde signé par, entre autres, Armand Gatti, qui était un grand auteur dramatique. Et cet article disait, nous sommes avec Bertrand Cantat. Mais quelques jours après, hein, après le meurtre. Et, euh, et puis l'article, en gros, c'était, bon, c'est une grande histoire d'amour. Comme on sait, les histoires d'amour passionnelles, et d'ailleurs la littérature nous l'a montré combien de fois, n'est-ce pas? Ben, il y a de la passion, ça peut mal finir, mais on va pas les juger, on va pas les juger. Enfin, c'est comme ça, c'est ni elle ni lui, c'est comme ça, quoi. Donc on est évidemment, on va pas le condamner, on est avec lui. Et en fait, j'étais à l'époque l'assistant du directeur de l'Arche, maison Mhm. d'édition de théâtre. Et j'étais totalement inconnu, j'étais étudiant. Et c'était l'été, et j'étais tellement révolté que j'ai écrit un article pour Le Monde pour répondre à ça, en même temps que j'étais assistant du directeur de l'Arche. J'ai profité du fait que le directeur était en vacances. Il prenait très rarement des vacances, mais c'était l'été. Et je me suis dit que c'est pas possible. Et figure-toi que donc l'article démontait, en fait, mon article Ouais. démontait. Alors, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, mais ça s'appelle Vilain syllogisme. C'est vraiment pas Vilain du tout. syllogisme. Ça, je vais le Voilà. noter parce que En fait, c'est mon premier texte public. je l'ai pas lu. Celui-là, je vais le noter. Et, et c'était tout un truc, pour te dire l'ambiance que c'était, hein. C'est en 2003.
C'était tout un truc. C'était un scandale que j'ai fait ça. Il y a eu plein de lettres de protestation à l'Arche parce que c'était Armand Gatti et qu'en fait j'étais un horrible réactionnaire d'oser porter un jugement moral sur ce qui s'était Tu passé. commençais mal alors. Oui, je commençais très mal. Et j'ai été interviewé à la radio et en même temps, l'émission interviewait également Armand Gatti. Et il a dit, je me rappellerai toujours parce que je connaissais pas cette expression, que j'étais une raclure de bidet. Un truc comme ça, je crois. Une raclure de je sais pas quoi, enfin un truc de dingue. Mais tu vois, c'était là, c'est passé quoi. Ils ont pas dit, ben non, on va pas. Ouais. Ouais, non, non, c'était Armand Gatti, il avait le droit de dire ça, et moi j'étais un freluquet Ouais. qui s'était Raclure de permis bidet. de, tu vois. Mais voilà, et je me dis, pour revenir sur cette question de l'histoire, l'importance de la dimension historique des choses, voilà, c'était il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, ce serait impossible. Aujourd'hui, si Armand Gatti avait voulu faire ça, on aurait dit, il est gaga. On Ouais. va pas, il est gentil, mais bon. Et mais justement, c'est intéressant parce que ils utilisaient le mythe de l'amour-passion qu'on voit dans les opéras, c'est vrai. C'est pour ça que c'est intéressant. Je vais pas dire, mais non, les opéras, c'est bien, c'est gentil. Non, c'est Ouais. ni gentil ni méchant. C'est la réalité. Simplement, c'est parce que c'est la réalité que ça nous permet d'absoudre et de dire qu'un meurtre n'a pas eu lieu et qu'un assassin n'est pas un assassin. C'est ce que j'avais expliqué à la radio. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, les programmes produisent des générations qui sont totalement, qui ont perdu toute conscience historique. Ouais. Et tu reviens sur, dans le livre, alors je sais plus si tu emploies l'expression, mais de Cicéron, tu sais, l'histoire Maîtresse Magister de vie. Vitae, maîtresse de vie. Ouais. Et c'est très important, elle a disparu, cette notion, en tout cas des programmes. Pourtant, l'histoire nous enseigne à vivre. Bah oui, bien sûr. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai elle a disparu de la conscience publique. Elle n'est présente que sous forme de patrimoine, donc quelque chose d'immémorial où tout se confond finalement, le château fort avec les menhirs, avec telle friche industrielle, ou bien sous forme de divertissement, des magazines, des émissions, tout ça. Mais Mhm. il n'y a plus cette idée de conscience historique, l'idée que je suis moi-même un moment dans l'histoire. Et donc, mes normes, mes conventions sont un moment dans l'histoire. Donc, je dois observer les normes du passé, non pas comme un juge qui, euh, qui aurait les compétences pour juger, mais comme un frère de frères aînés qui en savaient moins que moi aussi, parce que depuis, j'ai appris des choses. Encore une fois, je ne vais pas te dire l'histoire c'est anything goes. Non, Mhm. l'histoire Mhm. c'est justement que nous sommes toujours sur le chemin d'un progrès. Moi, c'est ma philosophie de l'histoire. Je pense que quelles que soient les régressions, les catastrophes auxquelles on a assisté, euh, il y a quand même un progrès de la conscience humaine, un progrès de la conscience de la dignité de la personne humaine. Je suis tout à fait d'accord. J'ai parlé avec mon père qui est âgé, qui me disait c'est horrible, le wokisme, Olivier. Et je lui ai répondu, mais je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est le sens de l'histoire. Enfin, on peut pas. J'espère. Enfin, il me semble que, alors pas la cancel culture, mais ce qu'on est en train d'essayer de faire et de bidouiller, de tritouiller, c'est le sens de l'histoire. On peut pas laisser tout dire, tout faire. Que voilà, il faut reconnaître ce qu'on a fait de mal et puis faut avancer. Et ça me faisait penser. Alors je sais plus, je crois que c'est Salluste, une référence antique, mais Salluste au sujet de Catilina qui parle de la lumière et de l'ombre lorsqu'il fait son étude sur Catilina. Et, et c'est intéressant parce que je trouve que la vision anthropologique qui ressort de ton livre est très intéressante. C'est que ben, finalement, pour que la lumière ressorte, il faut aussi accepter les parts d'ombre.
Oui, bien sûr. Mais j'irais même un petit peu plus loin. Je pense que plus on accepte l'ombre, plus on devient lumineux, disons. Oui, Je ouais, pense. c'est vrai, c'est Euh, vrai. et ça vaut pour soi-même. Je pense que si on est capable d'affronter avec courage ces parts d'ombre, je pense que là, on évolue vers plus de lumière. Et si on veut pas voir l'ombre, au contraire, si on la nie, si on fait semblant qu'on n'en a pas, à ce moment-là, on est une lumière très palote. Oui, ou l'ombre revient de manière déguisée, parce que l'autre chose, c'est est-ce que l'œuvre, appelons ça comme ça, l'œuvre de ceux qui cancellent certaines parties de la culture, rend vraiment service à ceux ou à ces cultures auxquelles elle est censée rendre service. Parce que finalement, elle dessert pas plutôt Non. Ah non, c'est une les catastrophe de cultures. toute façon. Bien sûr, c'est un piège en fait. C'est un piège. Euh, euh, Tu le démontres très bien, excuse-moi, dans le livre au sujet des commères de Windsor, là. ouais. Finalement, que toute cette mise en scène qu'ils ont essayé de faire la plus inclusive possible, la plus folklorique possible, finalement, elle dessert les cultures qu'elle est censée servir. Oui, bien sûr, elle enferme les, euh, les personnes de couleur dans une espèce d'exotisme. Euh, et tout ça devant un public composé quasi exclusivement de blancs. Je pense que voilà, c'est ça qui est vraiment terrible et pathétique dans cette histoire. C'est vraiment le fait que ça ne porte que sur des, des choses qui relèvent vraiment du décor, de la décoration. Est-ce qu'on va enlever ou pas la statue? Alors que ce sont des réformes de structure qui devraient être mises en place. Ce qu'il faudrait, c'est pas interdire l'obligation d'apprendre le grec et le latin à Princeton quand on veut faire des classiques. Ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde puisse faire du latin et du grec à l'école. Ce qu'il faudrait, c'est que les étudiants n'aient pas à être surendettés. Ce qu'il faudrait, c'est que l'éducation publique soit digne de ce nom. C'est ça qu'il faudrait. Mhm. C'est ça les réformes de structure qu'il faudrait. Mais quand je serai ministre de l'Éducation, je m'en occuperai. Mais c'est ça, Absolument. c'est-à-dire que non seulement ça, au fond, ça, c'est juste des espèces de d'actions. euh, alors pas toujours du tout, hein, dans le cadre dans le cas, par exemple, des généraux sudistes. C'est absolument essentiel. C'est comme si pour moi en France on avait des statues de Pétain. Je veux dire, c'est évident qu'il faut l'enlever. Je veux dire, Ouais. ça c'est pas du décor. Mais quand je vois qu'en France la statue de Voltaire maintenant doit être cachée, la statue de Churchill doit être cachée, je veux dire, c'est vraiment grave. Et voilà. Donc et puis c'est contre-productif parce que ça ne fait que favoriser l'extrême droite par ailleurs. Donc, Voltaire, on lui reproche son essai sur les mœurs et les nations, ou tu sais, alors, le j'ai livre de pas, position. j'ai vu le titre passer, j'ai pas encore lu l'article. Mais c'est peut-être cette vieille histoire selon laquelle il aurait été marchand, qu'il aurait été actionnaire de la Euh, compagnie des Indes. Donc, ce qui apparemment est une calomnie. Apparemment, Voltaire ne s'est pas enrichi dans le commerce d'esclaves. Voltaire s'est enrichi euh, dans dans le financement des armées. C'est quelqu'un qui finançait les guerres, en fait. hmm. Donc, c'est pas beaucoup plus. Mais c'est ça qui est marrant, c'est pourquoi est-ce que ça passerait, finalement? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas dire, mais Voltaire a fondé toute sa fortune sur les fournitures militaires, qui était en plus une activité totalement corrompue, Ouais. euh, vraiment. C'est-à-dire qu'on disait, voilà, je vous ai livré tant de paires de souliers, ça fait tant, et en fait, Ouais, j'en avais livré beaucoup moins, etc. Donc, pourquoi est-ce que ça passerait finalement? Un autre truc je me dis, c'est le travail des enfants au 19e siècle. C'est un truc énorme. Bon,
Mais pourquoi est-ce qu'on dirait pas, ben voilà, tous ceux qui, parce que par définition, ces enfants n'ont pas eu de descendants, sont Ouais. morts. Mais on pourrait dire, ben voilà, maintenant on va s'attaquer, on va voir si les gens dont on a tel statut, telle rue, ils n'étaient pas patrons d'une usine où il y avait des gosses qui bossaient. Parce que je suis sûr que dans plein de villes, par exemple du nord de la France, il y avait des industries textiles. Alors, ce n'est pas des esclavagistes, mais je suis convaincu qu'ils avaient des gosses qui travaillaient dans leurs usines. Et peut-être qu'il y a des rues qui portent encore leur nom, ils ont des statuts, ils ont peut-être donné leur nom à telle bibliothèque qu'ils ont financée généreusement. Mais Ah, ça, ça, non. non. Je veux dire, mais c'est ça, tu vois. Euh, Hier, la journaliste, parce que c'était sur France Culture, donc elle disait, oui, on fait une grande enquête. Euh, Vous habitez la rue d'un vieil esclavagiste. Alors, un, vous voulez qu'on débaptise la rue. Deux, il faut une plaquette pour expliquer. Trois, c'est l'histoire, c'est comme ça, on y touche pas. Alors bon, j'ai dit que c'était vraiment typique d'aujourd'hui où en fait la pensée se formule sous forme de questions de sondage. Là, j'ai dit, moi, aucune des trois réponses me convient. Mais j'ai dit, mais évidemment que spontanément, j'ai envie de dire oui, bien sûr, on supprime. À ce moment-là, on supprime le nom de Platon, le nom de Socrate, le nom de Cicéron, qui vivait dans une société esclavagiste, de Saint-Paul. Et puis, pourquoi s'arrêter les esclavagistes? Que fait-on des vieux antisémites? Par exemple, Mhm. Alain, c'est un des antisémites, Alain, le philosophe, on va dans sa Giraudoux? morale. Bon, Giraudoux. Il y a les Giraudoux? vieux racistes. Bon, alors là, on peut Ouais. ratisser large. Il y a les vieux misogynes. Alors allons-y. Hein, alors, et puis, je veux dire, on peut y aller. Je veux dire, qu'est-ce qui va rester? Mais je veux dire, quel sens ça a, tu vois? Je sais pas qui va rester. Parce qu'après, tu peux avoir des gens, par exemple, qui étaient des défenseurs ou des gens qui ont lutté pour l'indépendance d'un peuple euh, victime de la colonisation. Ouais. Mais ce type peut être misogyne par ailleurs. Qu'est-ce que tu fais? T'as des femmes formidables, par exemple, des grandes savantes, mais en même temps, des anglaises, par exemple. Euh, mais en même temps, Marguerite Murray, par exemple, qui est très à la mode parce qu'elle a travaillé sur les sorcières. Alors, les féministes aiment beaucoup ça. Mais Marguerite Murray, elle était aussi égyptologue. Ce faisant, elle participait à l'ordre colonial. Pillage et... Tu vois? Là, Oui. c'est très. Euh, et voilà, on revient au puritanisme. Ils veulent faire de l'humanité une chose simple, alors que l'humanité n'est pas simple. Et il n'y a Ouais. rien qui le montre mieux que l'histoire. Sans ça que l'histoire est maîtresse de vie. Mhm. Moi, quand j'étais enfant, justement, je voulais que l'histoire soit simple. Je voulais que les gens que j'admirais soient gentils. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, il fallait accepter que c'était pas comme ça. Par exemple, j'adore le général de Gaulle, mais je me suis toujours demandé, mais de Gaulle, qu'est-ce qui s'est passé le 17 octobre 61? Il a quand même su que... Et là, récemment, on a la preuve qu'il le savait. On a Ouais. la preuve qu'il a demandé d'ailleurs que les coupables soient punis. C'est écrit de sa main. Mais il n'a pas donné suite. Mhm. Ah C'est ben, pas facile. c'est pas facile. C'est pas facile à accepter. Et c'est Donc, comme ça. finalement, pour nos auditeurs, on veut avoir une position intelligente face à ce phénomène de cancel culture, pouvoir promouvoir la culture. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Sans donner de morale provisoire, prescriptive, mais quelle est la meilleure attitude lorsqu'on se retrouve confronté à un cas de cancel culture? Bon, la meilleure attitude, c'est d'enquêter et d'étudier la question. C'est ce que j'ai fait pour Jefferson. Quand j'ai vu qu'on déboulonnait, enfin, qu'on retirait la statue Oui. de Jefferson, ma première réaction était, mais c'est pas possible, mais comment est-ce possible, ils sont fous, etc. Parce que j'avais une image de Jefferson, qui était celle d'un blanc bourgeois, formé dans une éducation.
Donc pour moi, Jefferson, c'était très bien, la Révolution américaine, Ouais, la la déclaration démocratie. d'indépendance, un ami de la France, mes encyclopédistes, très bien. Bon, oui, il était propriétaire d'esclaves, mais bon, à l'époque, tout le monde l'était. Bon, ouais, bah, tu vois le genre. Ouais, ouais. Et puis, je me suis dit, bon, bah, écoute, je vais quand même regarder cette affaire. Là, c'est vrai que j'ai été horrifié parce que je me suis rendu compte que, et c'est pour ça, encore une fois, que c'est très bien cette affaire de cancel culture, parce que du coup, ça nous oblige à reprendre les choses et à sortir de nos certitudes, de nos préjugés, de nos stupidités, de nos réflexes stupides. Je me suis dit, bon, voyons cette affaire. C'est vrai que j'ai été horrifié de voir comment, d'abord, vraiment ce que c'était qu'un propriétaire d'esclaves. Parce que c'est vrai que dans mon éducation, on ne me parlait pas de ça. Tu dis, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sûr qu'il faut changer le contenu du programme. Il faut vraiment enseigner ce qu'a été la colonisation. Il faut vraiment enseigner ce qu'a été l'esclavage. C'est évident. Il faut vraiment enseigner ce qu'a été la domination masculine. C'est évident. Il faut vraiment enseigner ce qu'a été l'antisémitisme. Donc, moi, l'esclavage, pour moi, c'était une chose abstraite. Mhm. Et la colonisation aussi, assez abstraite. Bien sûr, c'était mal, c'est mal. Mais donc, j'ai regardé et c'est vrai que j'étais totalement horrifié. En plus de ça, j'ai vraiment vu que Jefferson lui-même savait que l'esclavage était une abomination. Donc voilà, je pense qu'il faut à chaque fois regarder et après peser, voir euh, la part que, en l'occurrence, l'esclavage prend dans la vie d'un homme. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de la vie de cet homme? Dans le cas de Jefferson, il y a quand même quelque chose qu'on doit retenir, à mon avis, c'est la déclaration d'indépendance. Mais ça n'empêche pas que il faut faire la distinction entre l'honneur rendu à un homme, l'honneur rendu à un homme qui a réalisé ce geste, cette res gesta, hein, cet acte dans l'histoire Mhm. dont nous sommes encore les descendants, et distinguer donc cet honneur et par ailleurs la transmission de la connaissance la plus complète de sa vie. Mhm. Donc, dans un premier temps, époquet, on suspend le jugement, et puis après, il y a une sorte d'examen sceptique, entre guillemets, Mmh. et puis En plus, après, c'est un peu, enfin, j'aime pas l'expression, mais je sais pas pourquoi, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, un peu au cas par cas, et je dirais oui, même c'est en ça. rue par rue, parce que s'il y a des rues où, voilà, où il y a une population, je sais pas, de couleur, bah, on va peut-être pas, où c'est un quartier différent, enfin, moi, c'est vraiment rue par rue, cas par cas, Je pense que ville par effectivement la ville. question du contexte est très importante. Et puis je pense par ailleurs que une fois qu'on se rend compte de cette affaire de Jefferson, on se dit, ben alors, d'accord, mais alors quelles sont dans l'espace public les figures d'esclaves qui sont représentées et qui sont honorées euh, pour pour les souffrances qu'ils ont subies, pour les luttes qu'ils ont menées. Voilà, c'est très important. Par exemple, dans l'affaire, la fameuse affaire Colbert, Mhm. il y a Colbert, la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, et donc il y a des gens qui disent il faut l'enlever puisque c'est l'auteur du Code noir. Mhm. Alors, bon, là aussi, il faut bon, faire un travail d'enquête, de contexte, voir quelle est la part du Code noir dans l'activité de Colbert. Bon. Mais une fois on a conclu, comme je le fais, qu'il ne faut pas déboulonner Colbert, il faut également se dire, mais alors si on fait une statue à Colbert, il faut aussi faire une statue, par exemple, à Frantz Fanon. Par Mhm. exemple, de Frantz Fanon, parce que euh, un historien a écrit qu'il ne fallait pas intituler telle rue de Bordeaux rue Frantz Fanon parce qu'il avait appelé à la violence. Mhm. Alors, ça veut dire que la violence de Colbert est tolérable, parce que c'est une violence d'État, et l'État a le monopole légitime de la violence, n'est-ce pas? Mais
comme disait Weber, mais ceux qui se révoltent contre la violence, par la violence, parce que parfois on n'a pas le choix, alors eux, non. Non. Mhm. C'est ça, je pense qu'il faut faire advenir dans l'espace public. C'est un espace pluriel, un espace contradictoire. Ouais, absolument. Où voilà, où on évite les polarisations entre ce qui me semble depuis les États-Unis un petit peu de l'histoire ancienne, entre la droite et la gauche, parce que on a l'impression, enfin de l'extérieur des États-Unis, j'ai l'impression vraiment que qu'on continue à faire perdurer ces polarités politiques uniquement à des fins électorales, sans voir véritablement les vrais enjeux. Mais aujourd'hui, est-ce que beaucoup de gens sont contre, tu vois, ce dont on est en train de parler? Non. Ouais. Je pense pas. Enfin, donc, euh, donc ça laisse vraiment, ouais, ça laisse vraiment ouverte l'idée qu'il faudrait aussi renouveler la politique, le monde Ouais. politique. Ouais. Mais ouais, alors et j'avais une question, mais je te l'ai pas posée. Mais tu sais, dans ton livre sur Lucrèce, que j'adore, il y a un moment donné, je sais pas si tu t'en souviens, enfin si tu t'en souviens, mais de sorte que, tu sais, quand tu dis que quelque part, la disparition de la culture, ou du moins, je vais te citer, tu vois, on peut se demander, ce n'est pas seulement à partir du moment où les sociétés cessent d'être des sociétés aristocratiques pour devenir des sociétés bourgeoises, que la disjonction entre culture savante et culture populaire se fait. Ouais. Je cite ça parce que quelque part, mon idée, alors je te la soumets, c'est est-ce que finalement cette cancel culture n'est pas une production de la culture, disons, culture bourgeoise, pour finalement occuper le devant de l'espace, ou occuper le devant de la scène? Mais comment ça, comment tu l'entends? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, est-ce que c'est pas, enfin, est-ce que cette cancel culture qui vise quelque part, tu vois, dans ce combat entre les anciens et les modernes, on va détrôner la culture classique, la culture européenne et occidentale, et pas une manière déguisée, une nouvelle méthode euh, pour finalement s'approprier le devant de la scène et, euh, et finalement apporter une culture moderne, tu vois, et renouveler cette culture moderne. Donc quelque part, la culture ancienne correspondra à l'aristocratie qui s'en moque, tu vois, Ouais. et puis cette bourgeoisie enfin bourgeoisie entre guillemets. C'est intéressant, oui. Ben, ça pourrait être une lecture, ça pourrait effectivement. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'on s'attaque aux opéras et à Shakespeare euh, et pas aux séries, aux jeux vidéo ou aux blockbusters. Parce que Exactement. justement, alors je dirais pas tant bourgeois que capitaliste. Capitaliste, C'est-à-dire la tout à fait. culture, au fond, le, le, le capitaliste, l'homme d'affaires d'aujourd'hui. Alors bon, alors, tu vas être content, je vais faire une typologie. Non, non, mais moi, ce qui me frappe souvent, c'est bon, évidemment, ces gens, leur problème, et ça a toujours été dans l'Antiquité, c'était comme ça Mm. aussi, hein, chez les marchands. Et au fond, ça sert à rien tout ça. Bon, ça sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on devrait financer ça? Ça rapporte pas d'argent, etc. Donc il y a une vieille hostilité de l'homme d'argent, de l'homme de capital par rapport à ça. Et par ailleurs, il y a une espèce de complexe. C'est assez curieux. Euh, j'ai souvent remarqué, peut-être ça va disparaître avec le temps, mais quand je dialoguais avec quand j'étais en contact comme ça avec des gens qui travaillaient dans la finance ou consulting, Ouais, dont l'objectif de vie est de gagner, enfin de faire le plus voilà, d'argent possible. et donc dont j'imaginais qu'ils allaient me considérer comme une espèce de fou, enfin, je sentais une espèce ah oui, mais ce que tu fais, ça a du sens, quoi. Mm. Moi, ce que je fais, ça n'a pas de sens. Mm. Ça gagne de l'argent, mais cette activité n'a pas de sens. Mm. Donc, effectivement,
c'est vrai, on peut se demander si le fait que soit visé en particulier des œuvres de culture et non pas des œuvres industrielles n'est pas effectivement, bah, c'est pas un complot, mais Non, non. ça se fait et ça correspond à une logique c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la culture européenne n'a jamais été aussi fragile, puisqu'elle n'est plus transmise à l'école, puisque l'école est maintenant euh, de plus en plus tournée vers l'entreprise, le monde de la finance. Pourquoi est-ce que des gosses en maternelle, on leur fait faire des maths, même je vois le programme de mathématiques ici au Portugal. Hein, Ouais. alors en France, pas à ce point-là, mais au Portugal, c'est hallucinant. En CE1, ils doivent déjà savoir faire des fractions, tu vois. Multiplication, division, fraction. Je ne sais même pas ce qu'il reste à apprendre en arithmétique après 8 ans. Quasiment. Donc, je veux dire, c'est complètement fou. C'est vraiment bourrer le crâne des enfants avec ça. Donc, l'école ne transmet plus la culture européenne, ne transmet plus les langues. Et, euh, et donc, je pense qu'elle est tournée vers les entreprises, elle est tournée vers les employeurs, vers le monde de la finance. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'il y a une espèce d'harmonie préétablie qui fait que, comme par hasard, eh bien, ce sont les œuvres de la culture qui sont visées et non pas les œuvres industrielles. D'où le fait d'ailleurs que les grandes entreprises emboîtent le pas à la cancel culture. Ah, exactement. Et pour boucler la boucle, le monsieur qui est dans le board, dans le conseil d'administration d'Hachette, lui-même d'ailleurs, voyait d'un très bon œil qu'on supprime la princesse de Clèves de Madame Lafayette. Bien sûr. Il s'étonnait que la guichetière à un concours administratif ait dû lire la princesse de Clèves. Ce qui confirme un petit peu ce qu'on est en C'est-à-dire train que de dire. encore une fois, c'est un homme d'argent. C'est un homme qui considère que le, le souverain bien, Mhm. c'est l'argent. Mhm. Euh, et que un peu comme lorsque Monsieur Macron parle de ceux qui ne sont rien. Ceux qui ne sont rien, c'est évidemment ceux qui n'ont pas d'argent. Les sans-dents. Descendants, bien sûr, descendants. Donc c'est toute une classe politique qui sert effectivement le capital, qu'elle soit de gauche ou de droite, et qui a, gouvernement après gouvernement, suivi la même politique de destruction Le clionnage. de l'éducation. Alors, sans nostalgie, mais je sais pas, tu vois, j'ai l'impression que même Pison, tu vois, à l'époque du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui était l'ennemi de Cicéron, qui va tout faire pour le faire exiler, c'est en même temps quelqu'un qui a dans sa villa Herculanum la plus grande bibliothèque, une des plus grandes bibliothèques qu'on connaisse de l'Antiquité. Et quelque part, finalement, comment se fait-il que la classe dominante, tu vois, est perdue à ce point? Le goût pour la culture, ce qui me fait penser comme toi que quelque part c'est très grave ce qui est en train de se passer maintenant. Ouais. J'ai pas de réponse, mais je dirais que au fond, le problème n'est pas, le problème n'est pas en soi, c'est pas le vrai problème, c'est pas que la classe dominante soit cultivée ou pas. Mm. C'est qu'est-ce qu'elle fait avec la culture. Mussolini était quelqu'un de cultivé. Bon, Hitler était un inculte. Mais Mussolini était un homme cultivé, un homme qui lisait, un homme qui pensait, qui avait ça n'était pas moins un être absolument abominable. Là, il y avait des nazis qui étaient cultivés. Bon, Malaparte en a parlé dans La Peau quand La il peau, parle de, de Frank, Hans Frank, le bourreau de la Pologne.
disant voilà, qu'il faisait du piano, etc. Je veux dire, le nazisme était un régime qui, par bien des aspects, accordait une grande importance à la culture. Donc, le problème, c'est pas là. Le problème, c'est pas que les classes dominantes soient cultivées. Euh, le problème, c'est qu'est-ce qu'elles font avec la culture. Donc, il ne faut pas regretter simplement que la classe dominante soit plus cultivée. Mhm. Moi, je ne regrette pas du tout ce temps-là, puisque la culture des classes dominantes ne les a pas empêchés de Pas mal. précipiter le monde et l'Europe dans les catastrophes les plus abominables. La Shoah a été perpétrée par le peuple le plus cultivé d'Europe et dans le silence le plus total de ses élites. C'est complètement, je veux dire, Très on juste. Très juste. on le dit pas suffisamment. Très Parce juste. qu'on considère toujours le nazisme, ah, le nazisme, c'est l'horreur. Donc, forcément, les gens intelligents, ça leur plaisait pas. C'est pas vrai du tout. Il faut lire La loi du sang de Chapoutot, de Johann Chapoutot, par exemple. Le nazisme était un système, était un régime politique, était une proposition politique qui a été très appréciée par les intellectuels, par les universitaires, par les savants, par les chercheurs, par les penseurs. Heidegger n'est que la pointe de l'iceberg. Mhm. Non seulement sous le nazisme, l'élite académique n'a jamais protesté, n'a jamais, même au début, où ils auraient quand même pu, par exemple, quand il y a eu les premières lois des 33 contre les enseignants, les universitaires juifs, le président de on dirait aujourd'hui la conférence des présidents d'université, a proposé qu'on fasse une déclaration disant qu'on n'était pas d'accord avec ça, pour une question juridique, on ne pouvait pas comme ça, et tous les autres ont dit non, pas question, pas question. Non seulement ça, mais après la guerre, après 45, personne en Allemagne, parmi ces gens, ne s'est dit, tiens, euh, il s'est passé quelque chose. Comme disait Georges Bataille, Auschwitz ajoute à l'humanité comme le Parthénon ou les pyramides. C'est un événement du même ordre. Mhm. Personne. On est revenu, c'était comme une parenthèse. Donc, je raconte tout ça parce qu'en ce moment, je travaille sur un grand savant qui s'appelle Walter Otto, connu Mhm. par ses livres sur les dieux de la Grèce, sur Dionysos, et je m'intéresse à son parcours sous le Troisième Reich. Ouais. Et parce qu'il est présenté comme un dissident. Alors, j'ai été voir de plus près et quelqu'un m'a dit, oui, tu déboulonnes toujours des statues, hein. Peut-être non. Et en réalité, c'est absolument accablant. C'est accablant. Il a fait une revue qui s'appelait Tradition spirituelle, Voilà. Geistige Überlieferung, qui a eu deux publications, 40 et 42, avec les plus grandes signatures, Furtwängler, Heidegger, Gadamer. Mais tu te dis, mais ces gens prétendaient défendre la culture humaniste. Donc cette Geistige, cette tradition spirituelle allait des Grecs à l'Allemagne du À Troisième eux. Reich, en passant par la Renaissance italienne, parce que c'était en lien avec l'Italie fasciste, Mhm. qui finançait un institut qui s'appelait Studia Humanitatis à Berlin, inauguré en 1942, avec des croix gammées partout. C'est des choses dont personne parlerait aujourd'hui. On dirait, mais non, mais c'était. D'ailleurs, maintenant, il y a des gens qui disent, oui, mais non, mais justement, c'est une forme de résistance. Mais pas du Ouais. tout. Mais pas du tout. Donc voilà, je veux dire, il ne faut pas du tout pleurer sur la perte de ces élites cultivées. Pas du tout. Et puis, je parle des élites cultivées du nazisme et de l'Italie fasciste. Mais que dire des élites cultivées qui nous sont précipitées dans la guerre de 14? C'est également ha- Aberrant. hallucinant. Ouais, ouais. Hallucinant. Donc, ce qu'il faut simplement, c'est
défendre la valeur de la culture pour elle-même, et ensuite se demander à quoi sert la culture. Qu'est-ce qu'on fait avec la culture? Voilà. Et moi, ce que je défends, c'est que la culture, euh, euh, on peut faire de la culture un mauvais usage. La culture en soi n'est pas bonne. Elle, simplement, ce que je défends, c'est qu'on en fasse un usage qui serve l'émancipation et la liberté humaine. Mais en soi, elle n'est pas une valeur absolue. Tout Mhm. dépend ce qu'on en fait. Mhm. Bon, mais on peut quand même pleurer que les élites, que certaines élites ou la classe dominante ne soient plus aussi imprégnées de cette culture classique. Mais d'un autre côté, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Franchement, j'en sais rien. Moi, je préfère quelqu'un qui n'est pas cultivé, mais qui peut-être mènera une politique humaine raisonnable, à un Mussolini cultivé, tu vois. Ouais, Encore une fois, être cultivé, ça, pour moi, ouais. ça veut rien dire. Mhm. Et non, enfin, non seulement ça veut rien dire, mais très souvent, j'ai constaté combien la culture, en soi, ne suffisait pas à faire d'un homme un homme de bien. Mhm. Et est-ce que ma question qui tue, mais alors qu'est-ce qui permet à un homme cultivé d'être un homme de bien? Qu'est-ce que, quel est le petit plus qui transforme le savant ou l'homme cultivé en un Et- homo bonus? mais c'est la conscience morale. Et la conscience morale, c'est la recherche perpétuelle de la justice. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on a en soi qui est stable. C'est une question permanente. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qu'il faut faire face à telle situation? Comment réparer le mal qui a été commis? Comment empêcher que le mal recommence? C'est une recherche perpétuelle de la justice. De même que la conscience scientifique est une recherche perpétuelle de la vérité. Mhm. Ouais, non, c'est très bien, recherche perpétuelle de la justice. Non, c'est Ah, vrai. la Ouais, conscience morale. ouais, Dans la vie privée comme dans la vie publique. Parce qu'on est constamment confronté à des conflits, à des contradictions. On a constamment des décisions à prendre. Et les décisions ne sont pas données d'elles-mêmes. Il faut les chercher, procéder à un examen. ouais. D'autant plus important à une époque de la performance ou de la réponse immédiate ou du sondage où on veut quelque part, tu vois, avoir en quelques instants la réponse à notre question. Bien sûr. Et on le voit au niveau du sport, au niveau intellectuel, on veut Et la tu vois, avec la cancel culture, il est bon, il est mauvais, voilà, c'est terminé. Bah, régler. Churchill est raciste, hop, c'est terminé, on le met à la poubelle. À Mhm. la poubelle, il va rejoindre Hitler. Donc, il n'y aura plus de différence entre Churchill et Hitler, c'est pareil. Là, c'est grave. La Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre entre deux racistes. Mhm. Ouais. Non, c'est très bien. Donc, c'est vrai que ce qui peut ressortir comme idée vraiment importante de notre conversation, c'est que voilà, la meilleure réponse à cette cancel culture, ou du moins à ce phénomène, est justement espèce de cheminement entre la culture et la justice, tu vois, se renseigner, aller aux sources, et en même temps, bah, cet idéal moral de savoir ce qui est le plus juste. Mais en tout cas, les amis qui nous regardaient, c'est pas quelque chose que vous pourrez régler en trois coups de cuillère à peau. C'est quelque chose qui prend du temps et qui peut même prendre toute une vie. Qu'on veut des réponses immédiates en quelques minutes. Mm. Le cheminement de la sagesse, c'est long, Ouais. donc laborieux, difficile, mais en même temps, Mais c'est c'est aussi passionnant. Je veux dire, passionnant. c'est pas une ascèse. Moi, je trouve que c'est passionnant d'avoir et, la recherche est passionnante. Mhm. Ah, absolument. Enfin, et après, on va arrêter, mais en même temps, je trouve, pour avoir été parfois dans ma vie un vilain garçon qui aimait bien me bagarrer, je trouve que le fait de faire le bien, alors c'est peut-être que j'ai 42 ans maintenant, mais le fait de faire le bien est tellement plus satisfaisant que le mal. Donc je reviens
au bien, au mal, mais quelque sorte, enfin l'idéal de la justice, pouvoir accomplir la justice, quelque chose qui est une telle récompense que bon, bah, on peut que s'incliner. Mm. Ouais. Bon, bah, en tout cas, voilà, c'est l'idée avec laquelle on veut que vous repartiez, chers amis. Et en tout cas, si vous avez eu le courage de regarder jusque-là, d'écouter. Pierre, merci beaucoup. Merci à toi. Dans le prochain épisode, nous retrouverons Gonzague de Montrichard.